Comment savoir si on a un SOPK, quels sont les symptômes et quelles sont les approches naturelles pour accompagner la pathologie? Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Elodie, je suis naturopathe, j'ai été certifiée en 2023 et ma mission c'est d'accompagner les femmes particulièrement à retrouver leur santé, à retrouver leur bien-être pour toute problématique liée à des problèmes de peau, des problèmes de digestion, de fatigue ou encore tout trouble lié à la féminité. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux derniers arrivés sur cette chaîne. Bienvenue à vous et merci à tous les autres pour votre soutien. On est pratiquement 600 maintenant sur la chaîne, une belle communauté. Puis ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir qu'on est tellement nombreux à s'intéresser à la santé naturelle. Et puis ça me fait plaisir de savoir aussi que vous trouvez de la valeur dans les vidéos que je partage. Donc vraiment un grand merci à vous. Alors aujourd'hui, on va parler d'une pathologie féminine qui va vraiment toucher la sphère gynécologique. Et il s'agit du SOPK, encore appelé le syndrome des ovaires polykystiques. Alors on l'appelle polykystique, il peut y avoir un sentiment de confusion parce qu'en fait il ne s'agit pas d'un kyste, mais il s'agit de follicules qui se sont accumulés dans les ovaires des femmes. Alors une femme sur 10 est concernée et il s'agit de la première cause d'infertilité juste après l'endométriose. Donc ça concerne vraiment beaucoup de monde et je pensais que c'était important d'aborder ce point aujourd'hui. Alors il s'agit avant tout d'un dérèglement hormonal et d'une production excessive d'androgènes, donc les hormones mâles que les femmes fabriquent en toute petite quantité. Mais dans le SOPK, on a beaucoup trop d'androgènes et particulièrement beaucoup trop de testostérone. Donc on a un taux de testostérone qui va augmenter dans le sang et donc on va aboutir à une hyperandrogénie. Ce syndrome apparaît en général à la puberté mais n'est pas toujours diagnostiqué. Donc ça veut dire qu'il y a des femmes qui peuvent en souffrir ou en tout cas peuvent l'avoir sans le savoir. Et en général, c'est quand la femme essaye d'avoir un enfant et qu'il y a des troubles de la fertilité qu'on commence à investiguer, à faire des examens et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un SOPK. Dans le SOPK, on a un lien avec le syndrome métabolique du fait de cette hyperandrogénie dont je vous parlais tout à l'heure et on a aussi une carence en œstrogène dans cette pathologie. Du coup, on va avoir une prédisposition à la résistance à l'insuline ainsi qu'au diabète. Et la résistance à l'insuline, si vous voulez, c'est juste la phase avant de développer un diabète, c'est-à-dire que nos cellules ont du mal à faire entrer le glucose dans le sang, tout simplement parce qu'il y a eu trop d'insuline qui a été libérée par le pancréas avec le temps, il y a eu trop de sucre dans le sang et à un moment donné, nos récepteurs vont se désensibiliser de l'insuline, ce qui fait qu'il va y avoir toujours trop d'insuline et trop de sucre dans le sang. Et puis on a aussi le risque, le syndrome métabolique concerne aussi ce risque de tension artérielle trop élevée et qui pourrait déboucher sur des maladies cardiovasculaires. Alors le SOPK, ça touche quel type de femmes? Eh bien ça peut toucher autant des femmes de profil mince que des femmes en surpoids. Et pour les femmes en surpoids, on a souvent des aggravations des symptômes. Alors on va parler maintenant des symptômes. Donc il y a deux grandes catégories de symptômes. La première, c'est tout ce qui va toucher aux troubles de l'ovulation, donc vraiment au niveau du cycle. Soit on n'a pas d'ovulation du tout sur les cycles, soit on a des difficultés ou on a des ovulations une fois de temps en temps, quelque chose de très déséquilibré. Et donc, pas d'ovulation, ça veut dire qu'il n'y a pas de libération d'ovules à féconder lors du cycle. Ce qui forcément va créer des problèmes pour une femme qui voudra tomber enceinte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des troubles du cycle? Eh bien, on va avoir des cycles irréguliers, longs, qui peuvent durer de 35 à 40 jours par exemple. Dans certains cas, on va avoir de l'aménorrhée, c'est-à-dire pas de règles du tout. Dans d'autres cas, on va avoir une spanioménorrhée, donc ça veut dire que les cycles sont vraiment très longs. On peut arriver jusqu'à 45 jours ou plus de 45 jours. Et globalement, on aura donc moins de 8 cycles par an. Ensuite, le deuxième volet des symptômes va vraiment avoir un lien avec cette hyperandrogénie, cet excès d'androgène. Les femmes vont avoir par exemple une hyperpilosité, ce qu'on appelle aussi l'hirsutisme, c'est-à-dire trop de poils et des poils à des endroits où normalement une femme n'en a pas. Donc ça peut être au niveau du visage, du cou, des seins, aussi la ligne au milieu de l'abdomen. Et ça concerne en général 70% des femmes qui ont un SOPK.
Et puis certaines vont aussi avoir de l'acné au niveau du visage ou des parties hautes du corps. Certaines peuvent avoir une chute de cheveux. La chute de cheveux va être principalement au niveau des tempes et au niveau du sommet du crâne. Et puis d'autres pourront vivre des dermatoses, c'est-à-dire des zones de la peau qui va être beaucoup plus épaisse et beaucoup plus sombre. Et ça se passe en général au niveau du cou ou des aisselles. Donc voilà en gros les symptômes qu'on peut avoir ou qu'on peut dénicher quand on suspecte un SOPK. Alors comment se fait le diagnostic ? Alors en général c'est votre gynécologue ou votre endocrinologue qui va diagnostiquer cela. Il y a des critères qui s'appellent les critères de Rotterdam qui ont été définis en 2003 et parmi les 3 critères que je vais vous citer, il faut en avoir 2 sur 3 pour diagnostiquer le SOPK. Donc le premier critère, c'est ce que je vous disais avant, donc problème d'ovulation, pas d'ovulation ou très peu d'ovulation dans les cycles. Deuxième critère, une hyperandrogénie, donc qu'on va voir soit par bilan sanguin, mais qu'on va aussi voir au niveau des signes cliniques. Et le troisième critère, c'est les ovaires polykystiques, donc le fait d'avoir beaucoup de follicules dans les ovaires, et ça va se voir au niveau de l'échographie. Et en général, on parle de plus de 12 follicules qui n'ont pas maturé dans chaque ovaire. Ensuite, on peut faire des bilans sanguins, donc ça encore, c'est quelque chose à faire ou à demander en tout cas à votre médecin, à votre gynécologue, à votre endocrinologue. On va regarder particulièrement le niveau de progestérone, puisque quand la progestérone est au bon niveau, on sait qu'il y a eu ovulation. Et puis dans le SOPK, on va aussi faire attention au rapport LH-FSH, donc la lutéine hormone d'une part et la folliculo-stimuline hormone d'autre part. Donc c'est vraiment les 2 hormones qui gèrent notre cycle et on sait que ces 2 hormones doivent être à certains niveaux. Et puis dans le SOPK, ce qui se passe, c'est que la LH est souvent trop haute et la FSH est trop basse. Donc c'est un rapport en fait que le médecin va regarder pour diagnostiquer un éventuel SOPK. Alors en naturopathie, vous le savez, on aime bien comprendre la genèse des pathologies, comprendre d'où ça vient, quels sont les facteurs. Donc on va maintenant parler des causes du SOPK. Alors la première cause qu'il faut aborder, c'est la génétique. On sait que 60 à 70% des filles qui sont nées d'une mère ayant vécu un SOPK le développent également. Et puis il y a un phénomène qui s'appelle l'hyperandrogénie maternelle, où il y aurait une transmission in utero, c'est-à-dire quand le bébé est dans le ventre, il a une transmission à travers la mère d'un excès d'androgène. Et puis il peut aussi y avoir une surexposition à l'AMM, c'est une hormone qui s'appelle antimullérienne, qui serait en excès chez la mère et les femmes avec SOPK ont vraiment beaucoup de cette hormone-là. Et donc, il y aurait une surexposition déjà in utero. Ensuite, on va parler de l'environnement et du mode de vie. Alors déjà, j'aimerais aborder les perturbateurs endocriniens. Vous savez que les perturbateurs endocriniens ne sont pas en lien qu'avec le SOPK, ils sont en lien avec l'endométriose, ils sont en lien avec beaucoup de pathologies. Et dans ces perturbateurs, on va retrouver tout ce qui est pesticides. C'est pour ça qu'on conseille généralement aux personnes de manger de la manière la plus biologique possible pour éviter tous ces produits-là. On va aussi avoir le bisphénol A qu'on va retrouver dans les plastiques, dans les boîtes de conserve, dans les canettes. Et puis ce bisphénol A, en fait, il va s'accumuler chez les femmes et ça va induire une surproduction d'androgènes et une résistance à l'insuline, donc les 2 grands facteurs dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis au niveau du mode de vie, ce qui pose problème aussi, c'est la sédentarité, le fait de ne pas bouger, de ne pas avoir d'activité physique. Et puis l'obésité sont également une cause. Puis on a l'insulinorésistance, dont je vous parlais tout à l'heure. On a le phénomène de glycation. La glycation, c'est en fait un phénomène où les lipides et les protéines qui circulent dans le corps vont être glyquées, c'est-à-dire caramélisées par l'excès de sucre. Et puis on va créer des molécules qui s'appellent les AGE. Ces molécules sont très hautement inflammatoires, vont s'accumuler dans les ovaires des femmes et vont perturber toute la production des hormones sexuelles et vont notamment créer une augmentation de ces fameuses hormones mâles qu'on retrouve donc dans le SOPK.
l'avant-dernière cause du SOPK qu'on connaît à ce jour, c'est la thyroïde. On n'en parle pas souvent, mais un mauvais fonctionnement thyroïdien va impacter forcément le système reproducteur. C'est pour ça que je conseille souvent aux femmes que je vois d'aller investiguer de plus près leur fonctionnement thyroïdien, que ce soit à travers des bilans sanguins ou des questionnaires vraiment spécifiques pour voir dans quel état se trouve la thyroïde. Et puis des études ont montré que la folliculogénèse, c'est-à-dire la création de follicules au niveau des ovaires et l'ovulation, sont toutes les deux stimulées par les hormones thyroïdiennes. Donc c'est vraiment important d'avoir une bonne santé thyroïdienne pour cela. Et puis le dernier facteur en cause dans le SOPK va être ce fameux rapport déséquilibré dont je vous parlais tout à l'heure entre la FSH et la LH. On va avoir un manque d'action de la FSH qui ne va pas permettre de sélectionner le follicule dominant pour pouvoir ensuite évacuer le follicule et avoir l'ovulation. On va parler à présent du traitement au niveau de la médecine générale. Alors il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y a pas de traitement curatif à ce jour et les traitements qui vont être donnés vont avoir une visée plutôt symptomatique. Alors il y a la pilule œstroprogestative. On va utiliser la progestérone de la pilule pour justement freiner la LH et les œstrogènes en espérant baisser l'hyperandrogénie. Et puis si ça ne marche pas, si la pilule de ce type ne marche pas, on utilise souvent aussi d'autres médicaments, des anti-androgènes, alliés à d'autres œstrogènes. Pour les femmes en surpoids, on leur conseille généralement de perdre du poids à hauteur de 10% de leur poids actuel pour baisser également ce phénomène d'hyperandrogénie. Et puis pour les femmes qui ont trop d'acné, qui ont de l'acné, de l'hyperpilosité, on va aussi pouvoir utiliser des traitements locaux. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est à côté de ce qui est proposé, c'est de voir est-ce qu'il existe une approche complémentaire, une approche naturelle aussi pour mieux vivre le SOPK. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que oui, en fait, on a 3 leviers en naturopathie, 3 leviers à actionner justement pour baisser les symptômes. Le premier, vous vous en doutez peut-être, c'est l'alimentation. Le deuxième, c'est l'exercice physique. Et le troisième, c'est la phytothérapie. On a vraiment de magnifiques outils avec ça. Alors, venons-en à l'alimentation. Donc, on va conseiller principalement une alimentation anti-inflammatoire pour faire baisser le niveau d'inflammation généré par le SOPK dans le corps. Et on va faire vraiment attention aussi à l'index glycémique et à l'index insulinémique des aliments. Alors l'index insulinémique, on n'en parle pas souvent, c'est pas trop à la mode encore, mais vous pouvez avoir certains aliments qui ont un index glycémique correct, mais dont l'index insulinémique est très haut. Et ça veut dire qu'en fait, c'est un aliment qui va vous déclencher une grosse sécrétion d'insuline par le pancréas. Et nous, c'est évidemment ce qu'on veut éviter, puisqu'on a déjà à la base un terrain d'insuline élevé. Ensuite, en deuxième levier, on va conseiller bien évidemment l'exercice physique. Et l'exercice physique d'une intensité quand même plutôt modérée pour pouvoir en fait enclencher une perte de poids. Et on va vraiment avoir des bénéfices à perdre du poids dans le SOPK. Et là, je parle principalement, évidemment, pour les femmes qui sont en surpoids et pas pour les femmes qui sont minces. Donc, on a des bénéfices puisqu'on va améliorer forcément la sensibilité à l'insuline. On va baisser la quantité d'insuline dans le sang. Globalement, on va avoir une normalisation du métabolisme des hormones androgènes. Et puis, on va améliorer tout le profil lipidique, donc tout ce qui va toucher le cholestérol, les triglycérides, ça va être normalisé et mieux géré. Et puis, on va baisser les plaques de dermatose dont je vous parlais tout à l'heure. Et globalement, on va associer une alimentation anti-inflammatoire à l'exercice physique, du coup, pour enclencher cette perte de poids. Et puis l'exercice physique va vraiment avoir de super avantages. Vous allez vraiment baisser votre niveau inflammatoire en faisant de l'exercice physique régulièrement. Vous allez améliorer le niveau de vos hormones sexuelles. Et puis encore une fois, la sensibilité à l'insuline va être de meilleure qualité. Et puis le troisième levier qu'on va associer également, c'est la phytothérapie. Alors je vais vous citer quelques plantes qu'on peut utiliser dans le SOPK, mais je vous conseille toujours vraiment de vous faire conseiller, de vous faire accompagner par un naturopathe compétent dans le domaine, parce qu'on ne peut pas prendre les plantes au hasard, il y a parfois des contre-indications. Donc là, je vais vous parler du houblon, qui est une plante œstrogène-like, c'est-à-dire qui va agir comme nos œstrogènes et puis qui va aussi avoir un volet anti-androgène.
Cette plante, par exemple, on ne va pas l'utiliser s'il y a des antécédents de cancer hormonodépendants dans la famille. Donc vraiment, faites attention à cela. Et puis, on a le pommier, par exemple, en bourgeon. L'extrait de pommier en bourgeon qu'on va utiliser comme plante progestérone-like qui va permettre de remonter un peu la progestérone et de rééquilibrer le cycle. Pour agir sur l'insulinorésistance, beaucoup d'études aussi ont montré l'efficacité de la berbérine. Et puis de manière plus globale, on va utiliser des micronutriments et des plantes pour agir sur l'inflammation du corps, pour baisser le niveau d'oxydation, baisser le niveau de glycation. Et puis, ce qui est très important aussi quand on est une femme, et pour prévenir tous ces problèmes hormonaux, c'est vraiment d'agir régulièrement sur la sphère hépatique. Donc faire régulièrement des petites cures pour aider notre foie à travers l'alimentation, l'exercice physique, la respiration et puis des plantes. On peut aussi agir sur le système nerveux pour réguler un petit peu le stress, pour réguler le sommeil. Et comme je vous disais tout à l'heure, étant donné que la thyroïde est un facteur aussi dans le SOPK, on va agir pour que la thyroïde retrouve un bon fonctionnement. Voilà, j'en arrive à la fin de ma vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Alors si vous êtes une femme et que vous n'avez pas encore été diagnostiquée, mais vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair ou que peut-être vous soupçonnez un SOPK, moi je vous encourage vraiment à en parler à votre médecin, idéalement à votre gynécologue, c'est celui qui est le plus compétent pour cela, et puis de faire une échographie, de faire les bilans sanguins vraiment nécessaires pour que vous puissiez avoir un diagnostic et puis agir ensuite. Alors si vous voulez vous faire accompagner, si vous souhaitez ne pas rester seul et être accompagné par une personne professionnelle justement pour diminuer vos symptômes, je suis à votre disposition pour ça. Je vous mettrai dans les commentaires le lien vers mon appel découverte. Donc on peut échanger pendant 15 minutes, il n'y a vraiment aucun engagement. Donc on échange ensemble et puis vous me parlez de votre problématique et puis je vous dirai de quelle manière je pourrais vous aider pour ça. D'ailleurs, si les sujets des troubles féminins vous intéressent, j'ai également fait une vidéo sur le dérèglement hormonal et d'autres vidéos sur l'endométriose. Donc allez les consulter si le sujet vous intéresse et n'hésitez pas à partager si vous avez des femmes dans votre entourage aussi qui peuvent être concernées. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!